Salut les amis et bienvenue dans le monde de la géométrie du squelette et du corps. Et merci d'être sur notre chaîne. Alors je suis bien conscient que certaines notions peuvent vous sembler banales ou avoir peu d'intérêt, mais ce n'est pas le cas. On verra que cette notion de régénération cellulaire, ses limites et surtout les grandes ambiguïtés scientifiques qui l'entourent posent de sérieux problèmes pour la médecine. On donnera des cas quand on parlera notamment des virus du point de vue géométrique et les choses seront beaucoup plus claires. Pour l'instant, on va se focaliser sur ces anomalies géométriques, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. On est vraiment dans la fragmentation des écarts géométriques. Pour être tout à fait honnête et franc avec vous, sur tous les concepts et toutes les notions, ceux ou celles que nous avons déjà diffusés, celles ou ceux à venir, vous ne retrouverez rien comme documentation et paradoxalement, vous retrouverez beaucoup de citations sur cette notion d'anomalie géométrique. Cette documentation qui traite les anomalies géométriques est certes riche, mais il manque un peu de construction. Et je vous ne le cache pas, j'ai fait mon certificat de médecine de sport il y a quelques années, à Bordeaux 2, dans le but de confronter ma propre vision, la vision géométrique, avec ce qu'on enseigne dans les universités, dans certaines disciplines, en particulier en médecine de sport et en traumatologie. Ma conclusion était très vite faite. En médecine de sport, en tout cas, on ne connaît pas la vérité. On ne connaît pas la vérité, en tout cas à Bordeaux 2, et sûrement partout ailleurs, on ne connaît pas la vérité sur la maladie. Je disais que la documentation sur les anomalies géométriques existe, mais il lui manque une certaine construction et admettait beaucoup d'inconvénients. Par exemple, à titre d'inconvénient et de lacune, c'est qu'il n'y a véritablement pas aucun lien n'a été établi entre les différents types d'anomalies géométriques. Et pourtant, ce lien existe entre ce qui est primitif, ce que j'appelais des anomalies de départ, et les anomalies secondaires. Aucun mécanisme n'est proposé pour expliquer l'origine de ces anomalies, et aucune distinction, aucune classification qui parle ou qui différencie entre une anomalie initiale et une anomalie secondaire. À ma connaissance, il n'y a véritablement pas de description. On a vraiment ce grand privilège d'être les premiers à décrire avec un certain sérieux ces anomalies géométriques. Alors, qu'est-ce que c'est une anomalie géométrique? Une anomalie géométrique, c'est une modification de la forme d'un os et d'un groupe d'os qui se trouve à son voisinage, associé à une modification de la disposition de ce groupe osseux les uns par rapport aux autres. Vous constatez que cette définition ressemble beaucoup à la définition que nous avions proposée quand nous avons défini les écarts géométriques. C'est tout à fait normal. On est vraiment dans une fragmentation de la notion d'écart géométrique. Pour comprendre comment apparaît une anomalie géométrique, il faut comprendre comment est organisé un os et comment est-ce qu'il fonctionne. Un os se construit en permanence et il durcit avec les appuis et avec la pression.
Beaucoup d'appui entraîne un durcissement intense de l'os. Ce durcissement finit par écraser toute activité cellulaire. Et un os qui est construit de cette sorte devient un os inerte, un os mort, et qui possède une activité cellulaire très pauvre. À l'inverse, un os qui ne subit pas ou qui subit peu de pression et peu d'appui devient très friable et fragile. Il devient friable et fragile essentiellement pour supporter le poids du corps. C'est ce qu'on observe essentiellement chez les enfants. C'est ce qu'on observe chez des personnes ayant vécu un certain temps en apesanteur, comme chez les astronautes, et chez des personnes qui ont une activité très aquatique. Nous reviendrons sur ce cas, sur cette fameuse vidéo, sur l'exposition. Je vous ai pris ces deux photos comme exemple, et puis je suis marocain et on est très habitué chez nous à ce mode de construction. Un os fonctionne. Je vous ai pris ces deux photos sur les habitations traditionnelles marocaines, puisque je vis au Maroc. On est très habitué chez nous à ce mode de construction. Eh bien, un os fonctionne de la même manière. Toutefois, la pression doit être modérée et progressive pour préserver l'activité cellulaire ainsi que les conduits qui assurent l'acheminement des sels minéraux, essentiellement du calcium ou du phosphore, vers les unités fonctionnelles de l'os. C'est à ces conditions uniquement qu'on obtient un os qui est viable et qui possède en plus des paramètres géométriques normaux, compatibles et qui optimisent les activités du squelette et en plus qui protège le contenu mou du membre. Dans les anomalies géométriques, une surface est hyper dense, tandis que la surface opposée est fragile et friable, parce qu'il est hypodense. Des deux côtés apparaissent une succession de fractures de fatigue, des périostites, et ces fractures de fatigue et ces périostites passent très souvent inaperçues, et à la fin, ils laissent des cales osseux fracturaires microscopiques qui allongent l'os d'un côté et le rend friable du côté opposé. Les disparités entre les os, entre les deux surfaces qui constituent l'os deviennent de plus en plus grandes et la déformation s'installe, comme dans l'image suivante. Alors, les anomalies géométriques qui sont déjà décrites dans certains manuels de médecine correspondent ici à la même configuration des états géométriques, mais pour des zones restreintes. Un segment, un membre, la jambe par exemple, la cuisse, le bassin, le rachis dorsal. Ici, ça nous permet à moi, et en tout cas, ça nous permet à tous, à moi en tout cas, de prendre du recul par rapport à cette notion d'écart géométrique où il n'existe pas de trace en littérature. Ainsi, on va plutôt parler d'anomalies géométriques du pied, comme un pied plat par exemple, regardez cette image. Parlera aussi d'anomalies géométriques de la jambe, comme un récurvatum, un génu récurvatum, ce qui correspond à cette image-là. On parle aussi des anomalies géométriques du genou, comme une inversion de la pente du plateau tibial. On parle aussi d'anomalies géométriques de la hanche, comme une coxavara ou une coxavalga. Il y a aussi des anomalies géométriques du bassin, c'est l'antéversion pelvienne, ou bien l'inversion de la rétroversion pelvienne. Et puis, il y a certaines anomalies géométriques du rachis de la colonne vertébrale, comme la scoliose, l'hyperdordose ou la kyphose, comme dans cette image.
Alors, ce ne sont que des exemples que vous voyez dans votre vie quotidienne. Nous reviendrons sur ces anomalies lorsque nous traiterons ce chapitre complexe sur les paramètres géométriques que nous allons réaliser en plusieurs épisodes. Maintenant, on va dire quelques mots sur la classification des anomalies géométriques. En fait, il y en a deux types. Soit ce sont des anomalies géométriques primitives. Ce sont des anomalies géométriques qui apparaissent les premières, alors que les anomalies géométriques secondaires ne sont qu'une forme d'adaptation aux anomalies géométriques primitives. Alors, on parle d'anomalie géométrique primitive si l'anomalie n'est pas induite par une autre anomalie géométrique précédente. Et supposons qu'on est ici en présence de deux anomalies géométriques dans l'ordre chronologique. La première peut être considérée comme anomalie primitive et la deuxième comme anomalie secondaire. Parce que tout simplement la deuxième anomalie fait suite à la première, puisque c'est une forme, lorsque la disposition de l'os et la forme de l'os changent pour s'adapter à l'anomalie primitive. En réalité, on a deux cas de configuration. Pour être plus pratique. La première, c'est pendant la phase intra-utérine, avant la naissance. Les pressions exercées par les parois du myomètre, le myomètre c'est le muscle utérin pendant la grossesse, les pressions créées par ce muscle utérin s'exercent partout sur le squelette fœtal. Et on peut assister dans ce cas-là à l'apparition de plusieurs, 2, 3, 4 même, voire plusieurs anomalies géométriques. Et toutes ces anomalies sont primitives. Ces anomalies primitives, quelques-unes, peuvent avoir d'autres conséquences sur les os du squelette et donc induire d'autres anomalies. C'est là qu'on les appellera des anomalies géométriques secondaires. Après la naissance, la chose il est différente. Quand on parle de la naissance, on parle surtout de la période qui vient après l'acquisition de la station debout. Dans ce cas, on ne peut avoir qu'une seule anomalie primitive et toutes les autres, ce sont des anomalies géométriques secondaires. Cette anomalie primitive se situe au niveau des jambes, du genou et de la cuisse. Et toutes les autres vont se situer soit au niveau du pied, soit au niveau du bassin et en haut. Il existe des exceptions à celle-là, bien entendu. C'est ce qu'on retrouve chez certaines personnes qui, à cause de leur pratique, notamment dans le sport, chez les gymnastes ou les personnes qui font des acrobaties, à cause justement de leur usage intempestif des bras et des avant-bras. Donc, c'était en résumé ce qu'on pouvait dire sur ces anomalies géométriques. C'est qu'un aperçu, nous parlerons en détail de ces anomalies géométriques quand nous traiterons le chapitre complexe des paramètres géométriques. Maintenant, on va dire quelques mots sur les mécanismes d'apparition des anomalies géométriques. On va prendre comme description le cas des anomalies géométriques primitives des membres inférieurs. On parle ici d'un processus qui dure plusieurs années, processus long, à partir de la station debout. Les anomalies géométriques apparaissent dès qu'il y a un appui non homogène sur l'os, des pressions mal distribuées qui engendrent des zones hyperdenses, d'un côté et des zones d'hypodensité dans le côté opposé. Nous parlons ici du non-respect des règles d'une bonne construction de l'os compact, qui est ces conditions qui sont un appui modéré, progressif et court. Et la deuxième règle qui n'est pas respectée, c'est d'éviter de longues périodes de décubitus. La première règle,
c'est-à-dire appui progressif, modéré et court, permet de durcir suffisamment l'os sans le déformer et d'éviter l'hyperdensité. La deuxième règle, c'est pour éviter la constitution de zones de fragilité et éviter les fractures et l'hypodensité. Du côté hyperdense, il existe peu d'activité cellulaire et l'os est freiné et donc raccourci. Du côté où il y a l'hypodensité, il se déroule exactement l'effet inverse, des phénomènes inverses, une activité cellulaire riche. L'os de ce côté est plus vivant que normalement, mais friable et moins résistant. Au bout de quelques années, si on ne maîtrise pas, si on ne met pas fin à cette au bout de quelques années, si on ne maîtrise pas cette exposition, on n'arrête pas cette exposition, l'os subit, pour compenser, une rotation intrinsèque, l'os tourne autour de lui-même et la déformation devient complexe. On se retrouve avec deux surfaces osseuses inégales. Du côté hyperdense, souvent des fractures par tassement surviennent, et du côté opposé, des fractures de stress qui passent très souvent inaperçues et qui laissent place à des cas fracturaires microscopiques. Alors, maintenant, l'os compact hyperdense écrase la moelle osseuse, petit à petit, et le canal médulaire se rétrécit et on ne distingue plus l'os compact de l'os spongieux. On est dans la compactation de l'os spongieux. Donc l'os devient peu à peu de mauvaise qualité et les tissus mous, en regard de l'os déformé, la peau en particulier perd toute sa vitalité, perd la couleur et dans certaines zones apparaissent des ulcérations qui mettent du temps à cicatriser, voire ne cicatriseront jamais, tant que le malade ou la personne continue à s'exposer. Alors, je dirais quelques mots pour parler des anomalies géométriques qui surviennent pendant la vie intra-utérine. Je vous donnerai des images avec la description avec les titres sous la vidéo. Les anomalies géométriques pendant la vie intra-utérine peuvent être plus discrètes et nécessiter un œil aguerri d'expert en théorie géométrique, comme vous. Les identifier passe par la distinction entre os géométriquement normal qui est conforme et un os où il y a une anomalie géométrique, et surtout ne pas se cacher, et ça c'est très important, ne pas se cacher derrière des concepts ridicules et très aberrants comme le pied beau, l'arthrogrypose ou les maladies de Freeman-Sheldon. Ça, ce sont juste des noms pour vous dire que ces anomalies géométriques existent et qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez appréciée. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Et puis, envoyez vos commentaires. Et merci. À la prochaine.